Bonjour tout le monde. Alors, Germain est en train de réviser ses notes. En train de préparer nos notes. C'est fait. Voilà. C'est fait. Alors, un 10e live pour nous autres, évidemment. Déjà, ça passe vite. Hein? Oui, puis toujours pas dans la grosse brune. Pourquoi? Parce que la transmission n'est pas réparée. Parce que la transmission est en train de se faire remplacer. Et on a failli ne pas le faire non plus dans la Cottelusse parce que, je l'ai équipé de 4 beaux pneus neufs à flanc blanc. Oui. Et qui sont très, très, très étincelants. Oui. Mais là, il y avait une petite vibration dans la pédale. Et j'ai un peu, en bon français, rushé mon mécanicien. Puis, finalement, on réglera ça une autre fois. Fait que, mais Germain, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Fait que je me suis sacrifié pour nos lives. Hey, oui, puis il y a Sébastien Gay, que je salue, qui est avec nous autres, qui nous dit Bonjour, que Sébastien. Germain t'a monté en grade. Monter en grade, comment ça? T'es plus en arrière? Oui, exactement. J'ai passé, passé de la 3e rangée à la rangée du centre. Donc, c'est comme les patchs là, quand tu fais tes cours de natation, tranquillement, exactement, pas vite. Exactement. Bon. Fait que là, tu as eu le droit d'aller à la 2e banquette. On s'est dit que la COVID tranquillement disparaissait. Là, on a le droit d'être un peu plus proche. Puis mais c'est pas une raison pour venir m'asseoir sur le siège du passager. Non, pas encore. Puis chose à la fois. Puis si t'es pas installé sur le siège du passager, c'est juste pour la raison suivante, on te verrait pas. Faudrait que j'aille la Il faudrait que l'iPhone soit panoramique, puis c'est ça. C'est pas le cas. Car oui, notre équipement est très, très, très élaboré. Merci à Marc pour les étoiles. Salut à Massimo qui est avec nous autres. Puis évidemment, déjà surpris de voir qu'il y a presque 200 personnes avec nous, plus les gens qui sont sur le guide de l'auto aussi. Ouais. Faut le souligner, là, on est sur le Facebook du guide de l'auto, sur mon Facebook personnel. Il fait super beau, il fait super chaud dehors. Et la climatisation. Vous pouvez nous écouter dehors ou oui, c'est ça. en La climatisation fonctionne dans l'Oldsmobile, il faut quand même le mentionner. Et c'est très froid parce qu'elle a un compresseur tout neuf. Oui. Donc, je salue mes amis Sébastien et Camille qui prennent bien soin de ma vieillerie. C'est parfait. Germain, on va commencer avec une énigme de la semaine. Oui, c'est la tienne. Merci à Danny pour les étoiles. On fait ça depuis quelques semaines, hein, une énigme en début de Facebook Live, et on donne la réponse à la fin. Écrivez-nous la réponse que vous avez en tête dans les commentaires. Donc, cette semaine, on cherche le modèle de Lamborghini dans le premier film Italian Job. Donc, et on se rappelle, le premier film porte le nom... D'après moi, c'est pas un Urus. C'est pas un Urus. Non. Et le premier film, le titre en français, c'est L'or se barre, alors que le deuxième, c'est Boula et l'italienne, mais en anglais, c'est Italian Job quand même. On cherche le modèle de la Lamborghini orange dans le premier film. Écrivez ça en commentaire et on donne la réponse. Là, on a déjà plein de questions. Êtes-vous commandité par Perrier? Non, c'est juste que moi, j'aime ça boire du Perrier. Voilà. Puis là, il y a quelqu'un qui nous demande ce que tu penses de la Mac-One. On va y revenir un peu plus tard sur la Mac-One. Il y a quelqu'un qui posait une question sur le Touareg 2014 Go, allez-y. Et je veux mentionner un truc. Moi, je possède un Touareg plus âgé. C'est un camion que j'adore, qui est super bien construit, qui est capricieux, qui coûte cher de pièces, ça, faut le savoir. Mais là, actuellement, il y a des bons deals à faire sur des TDI qui viennent d'être relâchés. Bon, déjà, la réponse est sortie. Miura, Yannick, bravo. Alors, c'est une Lamborghini Miura qu'il y a dans le film Italian Job. Stéphane Chamberlain avait aussi la réponse sur le Facebook du Guide de l'Auto. Bravo. Alors, vous gagnez rien. C'est juste notre respect. Voilà. Bon, et le Touareg, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bons deals qui sortent en ce moment parce qu'il y avait beaucoup de modèles TDI 2009 à 2014-15 qui avaient été gelés. Qui avait été saisi par Volkswagen ou racheté par Volkswagen. Il y a eu beaucoup... Salut à Benoît Charette qui est avec nous autres. Il y avait beaucoup de gens qui avaient évidemment vendu leur véhicule à gros profit. Et même si Volkswagen a triché avec ces versions-là, ça reste des modèles intéressants. Oui, bien là, on les a réparés. Sur le point de la performance que sur l'économie de diesel. Oui, puis là, on les a réparés. On a fait l'inspection. On a fait les freins sur les véhicules qui en avaient besoin. Bref, on les a remis en condition. Et là, elles sont relâchées dans la nature, mais évidemment, à cause du COVID, ça a passé plusieurs mois à l'encan sans bouger.
Et là, les encans sont repartis. Ouais. Puis je commence à en voir dans les cours des marchands de véhicules d'occasion. Alors, je peux vous dire qu'il y a des beaux camions là-dedans. Moi, je les ai tous vus à l'encan. Il y en avait quelques centaines. Des Touareg et des Q7. Pardon, entre 2009 et 2014, puis ça vaut vraiment la peine, je pense, d'aller là parce que il y a des bons deals à faire. Et là, le marché risque d'être inondé. Alors, c'est peut-être en ce moment que vous pourriez faire un bon deal sur les plus beaux parce que c'est ceux qui vont être vendus en premier, c'est certain. Voilà. Bon, toi, tu es allé voir une voiture. Avant de parler de la voiture que tu es allé voir, je me permets de vous dire que derrière nous se trouve une Fiat 500X. J'en dis pas plus. Oui. La question que je vous pose, combien pensez-vous que cette voiture-là coûte? C'est un modèle sport 2020 avec quelques options, pas de toit ouvrant. Il y a encore quelques options manquantes, là, fait que c'est un modèle milieu de gamme. Elle a de l'Alcantara à l'intérieur. Oui, sur le volant et sur le capot de l'instrumentation. Oui. Et alors, c'est une Fiat 500X 2020. La voiture de l'année, hein, on peut le dire. Bien, considérant qu'il s'est vendu en 2019 50 Fiat 500X au Canada, considérez que c'est une voiture assez rare, merci. Voilà. Hein? Pas plus dur que ça. Je commence avec une petite histoire intéressante parce que la semaine passée, je mettais en essai la Audi A4 Allroad. Voiture que j'ai vraiment appréciée, qui ne consomme pas. J'ai roulé à 7,6 litres au 100 de moyenne. J'ai fait beaucoup de routes secondaires, un peu plus de 500 km. Je me suis bien amusé. C'est une voiture vraiment intéressante. Mais donc, j'ai partagé une photo de cette voiture-là. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant « Écoute, Antoine, j'ai une histoire super le fun à te conter concernant une Allroad. » Mais là, on parle d'une Allroad de vieille génération, en fait, basée sur l'A6, l'époque de la Allroad 2003-2004. Le 2.7 turbo. Voilà, V6 2.7 biturbo, 250 chevaux, un moteur qui est un monstre de fiabilité. C'était épouvantable. Ouais. Mais toujours est-il que le gars me dit... J'ai vu dans un stationnement souterrain d'un immeuble à logement à Montréal une Allroad 2003 de 42 000 km qui était stationnée là depuis, semble-t-il, 7 ans. Mais ça fait déjà quelques années de ça. Oui, c'est ça. Et là, le gars pose la question au propriétaire de l'immeuble, mais c'est à qui cette voiture-là? Qu'est-ce qui se passe avec? Donc, le propriétaire de la voiture n'habite pas l'immeuble, l'a abandonné là il y a 7 ans. Elle a 42 000 km. Et là, il dit au propriétaire de l'immeuble, « Garde, je m'en débarrasse, envoie-la à scrap. » Alors, la personne qui a spoté l'auto en bon français a contacté le propriétaire de l'Allroad directement, qui lui a vendu la voiture pour 1 $. Mais c'était une voiture Une Allroad de 42 000 km en parfaite condition. Ça a pris 4 pneus et une batterie. Et la voiture roule depuis ce jour et elle est en magnifique condition. Une bonne vidange des fluides aussi. Là, parce que le véhicule immobilisé pendant autant tant que tu voudras. Quand bien même qu'elle coûte 2-3 000. Oui. Ça fait quand même une belle machine en super bonne condition pour pas cher. Allroad avec aussi peu de kilomètres. Ouais. Mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment cette voiture-là s'est retrouvée là et comment ça, elle y est restée. Est-ce que s'il y avait eu un petit pépin mécanique à l'époque, puis la personne... Aucune idée. C'est juste une personne chanceuse qui a hérité d'une Audi. Oui, est-ce que c'est une succession qui a pas récupéré le véhicule? C'est quand même assez mystérieux. Voilà qui clôt le sujet pour le Allroad. Oui, puis là, il y a Nicolas qui nous demande ce qu'on pense d'une Cayman S Black Edition 2012, 38 000 pour une voiture de 100 000 km. Moi, j'ai le feeling qu'on demande pas mal le total. Oui, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, de toute façon, il n'y a pas des tonnes ces voitures-là... C'est pas un prix démesuré, là. Non. C'est pas un prix démesuré, mais c'est pas l'aubaine du siècle. Ouais. Mais ces voitures-là ne perdent pas beaucoup de valeur. Ouais. C'est quand même... C'est une 2012, là. C'est une auto qui a peut-être été payée 85 000. Donc, pour une auto qui a 8 ans, de la payer presque le moitié prix, c'est quand même une voiture qui garde sa valeur. Oui. Puis bon, évidemment, tout dépend de la condition des options qui ont été mises dessus, parce que Porsche, c'est toujours l'histoire. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a eu 5 000 d'options ou 40 000 d'options. Mm-hmm. Puis ça va faire varier la valeur de l'auto énormément, parce que chez Porsche, c'est à l'infini les options. J'en ai vu une à vendre sur Kijiji qui avait 250 000 km. Elle commence à être rodée. Ça commence à... Oui. Puis
pour vrai, en photo, elle paraissait bien. Tu sais, j'ai déjà vu des autos qui avaient beaucoup moins de kilomètres, qui avaient l'air pas mal plus maganées, mais elle avait l'air encore présentable malgré tout. Il y a Stéphane Moquette qui dit c'est pour quand la nouvelle Sienna hybride, fin de l'année. Oui. Mais on va avoir une présentation très prochainement. Donc, le véhicule va arriver quelque chose comme novembre. Mais on va avoir une présentation sur le véhicil très prochainement. Dans la prochaine semaine, hein, même. Oui, ça sera pas long. Écoute, je m'en peux plus. Oui, c'est ça. Mais il y en a un pas moins que ça va être un produit intéressant parce que 4 roues motrices, hybride, 247 chevaux, on annonce à peu près 7 quelques litres au 100 km. Je me souviens pas exactement. Alors, ça va être quand même un produit intéressant. Je suis pas sûr de triper sur l'espèce de grande bouche en avant. Là. C'est un peu intense. Mais je pense pas qu'on achète une Sienna pour le look, là, mais plus parce que c'est pratique c'est sûr. Et durable. Mais voilà. Sinon, oui, tu avais commencé à dire tantôt que ce matin, je suis allé au concessionnaire Ferrari à Montréal. Voilà. Et c'était pas pour conduire une voiture, malheureusement. C'était simplement pour en voir une, parce qu'il y a un des premiers prototypes de la nouvelle Roma qui est de passage à Montréal pour quelques jours. Et j'ai été invité avec le guide de l'auto pour aller voir ça. Et franchement, elle est magnifique. On l'avait vu en photo, mais là, de la voir en vrai, elle est encore plus belle. Et c'est un GT 2+2. Mais si tu veux mon avis, c'est un GT 2 tout court. L'auto est très, très belle, mais tu la situes où dans la gamme Ferrari? Exactement. C'est pas compliqué. C'est juste au-dessus de la Portofino qui a le modèle de base. À 250 000. À 250 000. Donc, il y a un jeu là, de moins de 10 000 entre les deux prix de base. Et elle est plus légère, forcément, la Roma, parce qu'elle n'est pas cabriolet. Puis on sait que c'est pesant, là, ces systèmes-là. Donc, mais sinon, c'est la même plateforme, c'est le même moteur, transmission qui a un rapport de plus. Donc on nous dit qu'on a un problème avec ton appareil, Germain. On va essayer quelque chose parce que là, ça semble qu'on a un bug. Ça fait retourner votre téléphone. On fait ça comme ça. Puis là, on fait ça comme ça. Ça marche-tu? Attends. Passe-moi là je ne le sais pas. Alors, ça, c'est les joies du direct. Les joies du direct. Si on essaye ça, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone pendant l'enregistrement. Donc, on est croche depuis le début? On est croche depuis le début. Fait qu'on va le mettre droit. C'est ça qu'il faut faire? Oui, mais là... Ça marche pas, ça. Non. Hey, ça, c'est drôle, là. Non, c'est pas drôle. Ça, c'est très drôle. Ouais. Ou on le coupe puis on le repart. Je sais pas. Ou vous nous suivez sur la page Facebook d'Antoine Joubert parce que là, on a un sacré problème. Coupe puis reprend. Ouais, ça va être ça. Ça va être pas mal. Coupe puis reprend. Revenez dans 2 secondes, on va être là. Mais sinon, allez voir la page Antoine Joubert, chroniqueur auto. Celui-là, il marche. On est toujours là puis on est à Celui-là, il marche. Okay. Alors, je te laisse arranger ton téléphone. Et c'est la joie. Puis ta Ferrari, ça allait bien, Germain? Une chose à la fois, s'il vous plaît. Non, mais moi, je m'en vais voir cette voiture-là demain, sans blague. Et j'ai parlé avec le représentant de Ferrari qui était sur place. Et j'ai dit, mais pas rouge. Tu sais, que normalement, un modèle de présentation, tu sais, on veut en mettre plein la vue. Il dit, c'est quoi? Il dit, elle a été dessinée pour ne pas être rouge. Donc, on y va vraiment dans la discrétion. On a le choix d'avoir ou non. C'est pas une voiture tape à l'œil. Non, pas du tout. Mais elle me donne l'impression un peu d'une Aston Martin. On m'a carrément dit ça. On veut aller jouer dans les plates-bandes de Bentley et d'Aston Martin. Avec une voiture qui est plus racée, là, quand même. Oui, quand même. Et bon, là, il faut que j'écrive Lexus UX, est-ce que c'est un CHR à 40 000 $? Absolument, François Tremblay. Alors, ça vous donne toute la pertinence de son achat. Bon, essaye ça. Bon, on va essayer ça. Germain, on est-tu là? Oh! Il semble qu'on a un gagnant. Êtes-vous de retour? Android Perfect, aucune défectuosité. Ça se peut. Non, c'était un code... On appelle ça un code 13. C'est 13 pouces de l'écran. Puis moi, je suis à 26 pouces. C'est ça. On est correct. Mais bref. Donc, c'est ça. On y va vraiment avec quelque chose qui n'est pas du tout tape à l'œil. Ça n'a rien à voir là, avec les F8 Tributo et compagnie. C'est vraiment un GT. Et ça paraît. Et c'est ça. Donc, elle a été dessinée pour être
chic, mais discrète en même temps. Ah, j'ai hâte de voir ça demain, puis je m'en vais me payer un petit plaisir aussi en allant chez Ferrari demain, alors un petit peu plus de détails un peu plus tard. Oui, Vincent, je roule ma CRX cet été, je l'ai pris à plusieurs reprises déjà, alors je me fais plaisir au volant de cette auto-là. On avait une autre question aussi juste avant, je l'ai perdu. Ah oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui nous posait la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un Lexus UX, est-ce que c'est un CHR à 40 000? C'est carrément ça, sauf que le Lexus UX va offrir l'avantage de l'hybride qui, lui, est 4 roues motrices. Chez Toyota, ben, il existe, mais juste en Europe. Oui. Alors, ben, d'ailleurs, le UX, il y a une version 100% électrique qui avait été présentée en Chine, mais on n'a rien... Quelle couleur l'Aroma qu'on dit? Bleu? C'est une espèce de bleu foncé? Oui, c'est Blue Roma. On écrit Blue, B-L-U. Donc, si vous lisez le texte et vous voyez qu'il manque un E à Blue, ben il manque pas de E. C'est comme ça que ça s'écrit. Et donc, c'est 250 000 et on s'attend à ce que les gens mettent entre 30 et 60 000 d'options parce qu'il y a des choses en option, genre la caméra 360 degrés, le régulateur de vitesse adaptatif. Toutes des choses que tu veux sur une Ferrari. Non, mais on s'attend à ce que ce soit inclus dans ce prix-là. Mais non, on te fait payer. Bon, là, de toute façon, Germain, on n'achètera pas. Ça fait 2 fois qu'on nous parle, ça fait 3 fois là, qu'on nous pose la question sur la Mach 1. Oui, bon, on va fait que là, on va en jaser. Moi, là, je suis tombé en amour quand j'ai vu les images de cette voiture-là, les jantes, les choix de couleurs, ça tombe bien parce les que bandes. Ça s'adresse exactement à toi, c'est-à-dire un boomer grisonnant. Merci. Voilà, c'est ça, c'est tout. Mais... non, tu peux pas partir, il y a des micros. Ma seule déception, c'est qu'il n'y a pas de shaker hood. Oui. Alors, quand on l'avait lancé en 2003 sur le modèle 99-2004, on avait mis le shaker hood. C'était une voiture, puis quand j'en croise encore, je les adore. Bon, c'est une des versions qui a le mieux vieilli de cette génération-là. Oui, ben c'est pas la génération la plus raffinée. Là. On le sait aussi. Mais, quoi que le look, moi, me plaît encore, mais évidemment que on est ailleurs avec un modèle 2020. Oui. Il manque juste le shaker hood parce que pour le reste, je trouve qu'au niveau de la décoration, au niveau des éléments mécaniques, on l'a. Oui, tu vas me dire, c'est la même puissance qu'une Bullet, on n'en a pas mis plus. Oui. C'est une coche de plus que la GT régulière. Ouais. Bonjour à Emmanuel, bonjour à Fred Gilbert qui est là, je pense, à toutes les semaines. Emmanuel Séguin, que je salue. Génial. Alors, des fidèles. Voilà. Donc, c'est ça, on est à 480 au total. C'est exactement comme la Bullet. On devine, va arrêter. Là. On l'a pas exprimé si clairement. Mais moi, je pense qu'on a fait une erreur avec la Bullet de trop en faire. Bien, ça va être la même chose avec la Mach 1 parce qu'on a dit que ça va être une édition limitée, mais limitée à combien? Puis ça, on ne l'a pas dit non plus. Sauf que la Mach 1, tu vas avoir des variations. Tu vas avoir des variations de couleurs, de transmission, de choix X, Y, Z, ce qui est pas... Et tu parlais de la décoration du véhicule. On peut-tu se parler des 2 ronds qui ont été mis dans la grille en avant? J'adore ça, moi. Ça n'a aucun rapport. J'adore ça. Ça n'a pas rapport. Enlève ça. Mets des lumières ou des entrées d'air, voyons. J'adore ça. C'est comme si tu m'avais mis 2 plats Tupperware dans la grille en avant. Si tu reviens à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Alors, c'est un rappel à la Mach 1 originale. Ah non. Bon, Germain, ça fait dur. Je n'étais pas né dans ce temps-là et toi, encore moins. Encore moins. Alors, il faut que tu retournes en arrière. Quand on fait un tribute à une voiture, c'est ça. Un tribute avec 3 autocollants. Salut Bertrand qui est avec nous, Bertrand Godin. Bonjour Bertrand. Qui conduit des voitures de police avec un masque puis tout ce que tu voudras. J'ai vu ça sur Facebook cette semaine. Oui, parce que des cours de pilotage en conférence Zoom, c'est plus difficile. Voilà, ça c'est un peu difficile. Puis je sais pas Bertrand, mais là il y a plein de modèles de voitures de police qui disparaissent un après l'autre. Il n'y a plus de Taurus. Je sais pas sur quoi ils enseignent aujourd'hui. Peut-être des Explorer. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Fait que, mais tout ça pour dire que la Mach 1, moi, je suis pas du tout impressionné. Ça soulève aucune émotion de mon côté. C'est parfait, tu viens de sauver 65 000 $. Oui, parce que c'est pas donné une édition spéciale de la Mustang, alors que la Bullet,
Ça, j'aurais fait n'importe quoi pour en acheter une. Vraiment, vraiment. On avait tourné d'ailleurs une capsule ensemble quand elle était sortie, la boulette. Une des dernières fois qu'on a conduit sur le circuit de Saint-Eustache, d'ailleurs. Et c'était la première fois, dans mon cas, et la dernière. Et j'avais le costume de Steve McQueen dans le film Bullet. C'était charmant. C'est ça, que j'ai réutilisé. Alors que toi qui as un élan nostalgique, mais qui n'est pas capable de savoir pourquoi on n'a pas des phoques dans la grille, ben c'est ça. Hey, il y a quelqu'un qui nous dit... C'est juste ça. Il y en a un qui dit la Mach 1, c'est rire du monde. Ah, je suis pas d'accord. Moi, j'aime ça. Je suis content qu'on ramène ce nom-là. Le Mach E, ça, c'est une autre chose. C'est limite, un Mach E. Bon. Mais, je veux dire, je comprends la stratégie, mais ça fait pas très Mustang, là. Bon. Mais là, il y a quelqu'un qui nous a dit on veut tout savoir sur la 500X. Alors, voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit ça. Oui, il y a quelqu'un qui est intéressé. Je reste à savoir s'il va en acheter un, ça je ne le sais pas. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est intéressé. Bon. Alors voici. Dis-nous tout. Le 500X qui est en... Je ne sais pas si on dit le ou la 500X. Merci à Michel pour les étoiles. Pour moi, c'est une Fiat. Ben oui, c'est une Fiat. Alors, honnêtement, j'étais allé chercher la voiture. Elle est charmante au niveau du look. Moi, je trouve que dans ce segment-là, c'est un des plus cute. Mais là, tu as le droit ou non d'être d'accord. Ouais. C'est féminin, c'est pas camion du la tout. La version sport, c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui a pas du tout Salut le look... à Yannick Thériault. Qui a pas du tout un look off-road comme certaines autres versions. Je trouve que ça lui va mieux, ce look urbain / sport avec pas de body cladding d'une couleur autre que la carrosserie. Alors que la version trekking, ça se veut... on essaie d'imiter une Outback, là. C'est vraiment, puis bon, une Crosstrek, appelle ça comme tu voudras. Maintenant, je suis allé chercher cette auto-là, je la trouve cute, je me suis assis à bord. Il y a des améliorations par rapport au modèle 2016 que j'avais conduit et que j'avais, à l'époque, démoli sur une autre émission, carrément. Ça aurait été notre coup de masse de l'époque. Nouveau moteur, 1.3 litres turbo, jumelé avec une boîte à 9 rapports, 4 roues motrices de série. Maintenant, il n'y a plus de version à traction. Moi, j'ai jamais été un fan des moteurs de trop petite cylindrée. Qui essayent de compenser avec la turbocompression. C'est parce que l'objectif ultime, l'objectif de sortir un moteur comme celui-là, c'est évidemment de pouvoir passer les normes puis d'éviter des grosses taxes du côté de l'Europe. Fait qu'en ayant une cylindrée de 1.3 litres, on échappe à ça. Puis comme c'est un véhicule qui est plus vendu en Europe qu'en Amérique du Nord, je le disais tantôt, il s'en est vendu 50 au Canada l'année passée. C'est pas dur à battre, là? C'est pas dur à battre. Alors... pas dur à battre? Un petit jeu de mots Fiat. Comment on fait ça? Oui, c'est ça. Yes. Non, ça, c'est quand on blasphème, il faut faire un klaxon. C'est ça. Ou comme dirait notre ami et collègue vendeur François Gravel, lorsque tu dis des mots à connotation biblique. À biblique, oui. J'avais adoré ça. Je suis allé chercher la voiture, j'ai pris la route, j'ai trouvé que le moteur était nerveux. Il y a du punch là-dedans, c'est le fun, honnêtement. La transmission, elle passe son temps à chercher la meilleure vitesse. C'est tout le temps, j'hésite. 9 pour un moteur de 1.3 litres. Ouais, alors, peut-être exagéré. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, c'est tout le temps comme ça. C'est un petit peu fatigant. Et le pire, c'est le système arrêt-démarrage, le start-stop. Ouais. Je te jure, quand le système redémarre, là, c'est un coup de poing au visage tellement c'est violent puis c'est saccadé. Je sais pas si c'est comme dans d'autres produits FCA, mais c'est lent en plus à réagir. Oui, mais moi, j'ai vu pire. Il y a un délai, là. J'ai vu pire. Mais le coup que ça donne, c'est incroyable. Fait qu'il y a un manque de raffinement de ce côté-là, mais l'objectif ultime d'avoir un moteur de petite cylindrée, c'est aussi l'économie d'essence. Et encore une fois, ce véhicule-là me donne raison, ça consomme plus que n'importe quoi d'autre dans le segment. Parce qu'il est toujours sollicité. Il force tout le temps. Puis là, il y a le turbo qui embarque, puis il y a le turbo qui embarque. Alors, et ça roule au super, vu qu'il y a le turbo en plus. Oui. Alors, tu sais, moi versus un Crosstrek avec un 2 litres ou un HRV qui roule à 7.3, 7.5 litres au 100, la moyenne combinée affichée par Fiat, c'est 9.1. Et c'est exactement ce que j'ai fait à la virgule près, au dixième de litre près. 9,1 litres au 100, c'est ce que j'ai comme moyenne. L'été, dans des belles conditions, l'hiver, tu es à 10,5, là, 11 des fois. Là. Alors, c'est vraiment trop pour ce genre de véhicule-là. Puis là, la joke.
Oui, parce que là, tu as sorti la calculatrice. J'ai sorti la calculatrice. Alors, merci à Raymond pour les étoiles. Comment ça, j'ai pas d'étoiles, moi? Ah, ben, parce que peut-être que tu n'es pas inscrit. C'est tout. Fait que la joke, c'est que là, tu regardes ce véhicule-là, tu le compares à une Crosstrek, un HRV, un RVR, n'importe quoi dans le segment. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, là. Puis là, le nouveau Trailblazer, le Buick encore GX qui vient de débarquer, le Kia Seltos, là, tu sais, toute la panoplie de micro VUS qui viennent d'arriver sur le marché. Et tenez-vous bien, mettons que tu prends un CX-30 GS. Ouais. Grosso modo, c'est 30 000 $. Là, all-wheel drive, là, équipé décemment, on était à peu près là. Tu vas regarder une Crosstrek, pas aller dans la version Limited, mais mettons une version Touring ou du Sport, ben, tu vas être là, autour de 28, 30, 31 000. Raisonnable. Oui, ça a de l'allure. Raisonnable. La Fiat, 40 000 $. Pas disponible en location. Financé sur 96 mois à un taux de 3,49 Je l'ai calculé, sur 84 mois, ça coûte 630 $ cette voiture-là. Sur 84 mois. Wow. OK. Maintenant, la dépréciation. Oui. J'ai regardé sur Oui, Internet. parce que c'est une chose de payer extrêmement cher. Bien, d'abord, c'est 10 à 12 000 trop cher en partant. Mais ensuite, pour un véhicule qui a 4 ans, qui a entre 60 et 80 000 km. Donc, un modèle 2016. Tu regardes sur Internet un trekking, un lounge. Là, c'est les versions qui sont vendues le plus. Les prix varient entre 12 et 15 000, 16 000 des fois. Pour un modèle 2016 de 60 à 80 000 km. Ça, c'est le prix qu'on demande. Oui, puis c'est difficile à vendre là, du côté de l'occasion. Voilà. Parce que ces véhicules-là ont mauvaise réputation. Oui, puis les gens cherchent pas ça nécessairement. Merci à Eric pour les étoiles. Il dit, je fais 10 litres au 100 avec mon Tacoma V6. Ben voilà. Bon, ça, il faut faire attention. Là. Il y a un œuf en dessous de la pédale. Oui. Parce que, bon. Mais faut quand même mentionner que le prix de ça est indécent, puis la dépréciation est incroyable. Je regardais, là, tu vas payer ça 10 000 $ de plus qu'une Crosstrek à équipement équivalent à l'achat neuf. Et 4 ans plus tard, ça vaut 5 000 $ de moins qu'une Crosstrek usagée de 4 ans qui aurait le même kilométrage. Donc, les calculs sont simples. Là. Tu touches pas à ça. Voilà. À moins d'acheter une usagée. Puis encore. Mais là, d'occasion, tu fais un bon deal. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, bon, par exemple. Je veux mentionner un truc. Puis là, je vous le dis, je rédigeais aujourd'hui le texte de cette voiture-là pour le Guide de l'auto 2021. Puis c'est un point que j'ai souligné dans le texte du Guide de l'auto. Moi, je connais 2 personnes qui ont acheté une 500X. Et le gag, c'est que ces 2 personnes-là se connaissent parce que la première personne a référé la deuxième. OK. Est-ce qu'il y a un club? 2 filles. Non, c'est 2 filles. OK? Alors, la première a acheté son véhicule. Elle l'adore. Elle dit à son ami, achète ça, c'est le fun. Elle en a acheté une aussi. Les 2 se plaignent du service au concessionnaire et se plaignent que ça consomme. Okay. À part ça, rien. Pas un problème, pas même un check engine, pas de témoin dans le tableau de bord, rien. Fait que je me dis, ben, je vais donner le bénéfice du doute quand même à Fiat, parce que c'est facile de taper sur la tête de Fiat puis de dire que c'est des cochonneries puis fix it again, Tony. On l'a entendu tout le temps. Mais quand tu prends le témoignage de quelqu'un qui en a une, puis que tu te dis, ben, coudonc, la voiture a 4 ans, pas eu de problème. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des Fiat avec des problèmes, mais visiblement, ça fait le travail. Puis moi, je peux pas dire que j'ai entendu des histoires d'horreur sur des Jeep Renegade non plus. C'est la même chose, un Renegade, là, mécaniquement. Alors, peut-être que finalement, c'est pas si mal au chapitre de la fiabilité. Je sais que ça coûte cher de pièces, parce qu'il y a beaucoup de pièces italiennes là-dedans. Bon, mais pour la fiabilité, je suis pas prêt à dire à la suite de ce que j'ai entendu que c'est un cauchemar sur 4 roues. Là où c'est cauchemardesque, c'est au niveau du prix. Puis est-ce que je prendrais le risque d'acheter ça? Ben écoute, il faut qu'il soit vraiment pas cher parce qu'il y a aussi qu'il faut considérer le fait que les pièces sont plus chères, que la disponibilité des pièces risque d'être un problème éventuellement. Et si tu l'achètes d'occasion et qu'il a 4 ans, faut que tu le gardes longtemps, toi, après, parce que tu vas encore perdre. Là. Ouais, sauf que là, l'autre affaire... C'est difficile de s'en départir après ça. L'autre affaire, c'est que si tu achètes un modèle d'occasion, ben là, tu vas tomber soit avec le 2.4, pas trop pire,
mais peut-être aussi avec le 1.4 turbo qui était offert dans le temps, et ça, c'est pas drôle. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que moi, je trouve ça drôle de conduire ça. C'est probablement la dernière fois de ma vie que je conduis une 500X. J'ai fait presque 300 km avec en 2 jours. Fait que, je veux dire, j'ai pas détesté, mais le prix a pas de bon sens. Non, le prix a juste aucun bon sens. C'est rire des gens. Puis, tu sais, les clients n'achètent pas aussi parce que les concessionnaires ont lancé la serviette depuis déjà 2-3 ans. Demandez à des concessionnaires Fiat, s'ils ont des Fiat en inventaire, ils vont généralement vous dire qu'ils utilisent le showroom de Fiat pour mettre des véhicules d'occasion. Des rames, c'est ridicule. Alors, tu sais, des... on l'a complètement échappé, puis on se demande pourquoi Fiat survit encore. On a vendu, 600 voitures l'année passée au Canada? Quelque chose de même. Le modèle le plus vendu, c'était une 124 Abarth. C'est pour dire, là. Un Roadster. Ouais. Et je suis pas sûr que chez Mazda, c'est la Miata qui se vend le plus. Non, mais bon. Fait que ça résume un peu l'histoire de la Fiat 500X, qui était peut-être un peu trop longue. Là, on va parler du Nissan Rogue. On parle pas souvent. Donc là, c'est fait. C'est fait, puis voilà. On en reparlera quand ce sera un véhicule ancien. On va parler du Nissan Rogue. Oui. On a assisté à la présentation un peu plus tôt cette semaine. Ah, présentation virtuelle. Hein, je peux-tu vous dire qu'une présentation virtuelle, c'est pas une vraie présentation? Non, c'est clair. Parce que même si tu conduis pas le véhicule, de le voir de manière virtuelle, ben c'est pas, tu peux pas l'observer de l'angle que tu veux parce que le manufacturier va le placer sous son plus beau jour si on veut. Ouais. Tu peux pas voir l'intérieur comme tu veux, tu peux pas prendre place. Ah, mais c'est pas juste ça. C'est que lorsqu'arrive la période de questions, ben oui, la communication c'est pas la même chose. Puis tu sais, particulièrement dans le cas de cette présentation-là, et peut-être qu'il y a des gens de Nissan qui nous écoutent, écoute la cassette. La cassette qu'on nous a fait jouer, là, en essayant de contrôler l'information, donnant juste assez de ce qu'on voulait savoir, en répondant pas aux questions qui nous intéressaient vraiment, j'ai trouvé ça un peu désolant. On a présenté le nouveau Rogue, nouvelle plateforme, nouvelle suspension arrière, probablement une conduite plus intéressante, beaucoup de technologie empruntée à la nouvelle Altima. Le rouage intégral est une option. On va offrir 3 versions SSV Platinum. Il y a une seule mécanique, 2.5 litres, 181 chevaux, donc la même mécanique que l'Altima. Et on n'est pas très audacieux dans ce choix-là parce qu'il n'y a pas d'hybride, encore moins d'hybride rechargeable. Il y avait une rumeur sur un hybride. Mais non. Pas pour le moment, le VC Turbo auquel on aurait pu s'attendre parce que, écoute, là, l'Escape a un moteur turbo plus puissant, le CX5, nomme-les, là, Tucson, tout le monde. Ça aurait été logique d'arriver avec une version hybride. Non, le Tucson ne l'a plus. Excusez. Oui. Fait que ça aurait été logique d'arriver avec une version hybride et une version plus performante, mais là, on n'a absolument rien de ces deux-là. Non. Donc, on bon, puis là, évidemment, est-ce que vous pensez pépère dans les choix. Est-ce que vous pensez amener une hybride prochainement? On ne parle pas des produits futurs. Tu sais, come on, là. Parce que là, moi, la question ultime que j'ai posée aux gens de Nissan, c'est bien beau, vous avez ajouté tout ce que les gens veulent dans un véhicule de ce genre-là. Plus d'espace, plus de confort, Apple CarPlay, les systèmes d'assistance à la conduite plus évolués, volant, siège chauffant, miroir chauffant, appuie-tête chauffant, tapis chauffant, boîte à gants chauffant, tout ce que tu voudras, là. Oui. Mais qu'est-ce que t'offres de plus que la compétition n'a pas déjà? Absolument rien. Rien. Et le point fort du Rogue actuel, c'est son prix. Ouais. Parce que t'as beau le prendre d'un ça va être encore ça. Ben, c'est ce que je me demandais, parce qu'on connaît pas l'échelle de prix pour le moment. Fait que, tu sais, t'as beau le prendre d'un bord. J'ai tenté de deviner, là. Ouais. Puis on va être probablement à 26 998 en version de base. J'aime ça deviner les prix de Nissan, parce que les stratégies sont quand même assez... Ils sont prévisibles. Mais tu sais, on risque d'être à peu près 1000 $ de moins que la compétition pour le modèle de base. Puis là, évidemment, qu'est-ce qu'on dit? Notre nouvelle version de base est plus équipée que le modèle spécial édition actuel et recevra de série des jantes d'alliage de 17 pouces, des vitres teintées, etc. Parfait. La compétition l'a déjà. Ouais. Tu peux pas acheter un Sportage sur des rims avec des capes de roue. Non. Ça fait déjà un bon bout de temps.
sur le Rogue, ben c'était ça. Là, on passe à un autre appel. Ouais. Écoute, je dis pas, c'est sûr qu'ils vont en vendre, OK? Il est beau, il est bien dessiné, il y a plus d'espace en dedans. Hey, il va être pratique pour la famille. Des phares qui sont copiés sur le Santa Fe. Ben, copié du Cherokee. Aussi, du premier oui, Cherokee, oui. parce que c'est le Jeep Cherokee 2014 qui a lancé ça. Hein, oui. C'est vrai. Fait que Santa Fe, Kona, etc., on a repris ce style-là. Une espèce de deux petites bandes de phares. Ben, c'est réussi. Moi, je déteste non, c'est pas. pas laid, mais là, vous allez pas tous mettre les mêmes phares, tout le monde. Puis là, bien évidemment, tu poses la question, est-ce que le véhicule a été retardé en raison du COVID? Non, notre plan initial, c'était de l'amener à l'automne. OK? Quand est-ce qu'il va arriver? Quelque part à l'automne. Ça veut dire que si initialement, on devait l'amener au mois de septembre, bien là, on a repoussé ça fin novembre, début décembre, peut-être encore à l'automne, mais on te le dira pas. Ouais. Fait que le Rogue va arriver probablement juste avant le temps des fêtes. Le temps d'écouler, les Rogues qu'on a actuellement chez les concessionnaires, il y en a un char et une barge. Ça, c'est une expression bien de chez nous. Oui. Et ben, en attendant, il y a des bons deals à faire sur les Rogues actuels. Puis je pense que le nouveau Rogue risque d'être intéressant au chapitre des ventes. Mais c'est vraiment pas une révolution. Puis on est peut-être un peu déçu du fait qu'on n'innove pas dans le véhicule qui est le plus important pour Nissan. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que on n'est pas comme chez les Américains. Tu sais, si Chevrolet vend un peu moins d'Equinox, ben regarde. C'est pas grave parce qu'on a des pick-up en On a des Silverado. Veux-tu que je te parle des ventes du Titan? Vas-y, va. Correct. C'est ça. On vend même pas c'est 30%. C'est 30% des ventes de Nissan, le Rogue, non? Oui, on vendait quoi? L'année passée, c'était quelque chose comme 38 000 copies, puis on a déjà frisé les 50 000. Et c'était le 4e au chapitre des ventes l'année passée. Derrière, évidemment, le RAV4, le CR-V, l'Escape, qui était tout juste devant. Puis il a déjà été 3e et il a déjà été premier au Québec. Le Rogue, en 2018, c'était le plus vendu au Québec. Évidemment, c'est un véhicule super, super populaire pour Nissan. On peut pas rater notre coup. J'ai hâte de voir, moi. Oui, j'ai hâte de voir. Puis là, évidemment, on a aussi coupé dans les ventes au niveau des flottes. Oui. Fait que ça veut dire que les chiffres de vente... Les chiffres de vente sont, entre autres, là, vont baisser. Entre autres, c'est pour ça que chez Nissan, oui. Ouais. Mais là, on s'en vient avec une nouvelle famille de VUS. J'ai vu, moi, personnellement, le nouveau Murano, le Pathfinder, le Qashqai qui va arriver dans 2 ans. C'est ça, c'est pas fait. Là. Mais c'est pas fait. Puis, bon, on va voir ce que ça va donner. En attendant, ben il y a des Rogues en masse, gris, noir, blanc. Oui. C'est pas ça qui manque dans les cours de concessionnaire. Non. Puis, tu sais, son prix était déjà son avantage. Il est quelle heure en France, là, parce qu'il y a des gens qui s'en vont faire dodo qui nous disent. Ah, OK. Je sais pas. Salut à Steven Bouchard qui est avec nous. Fait que ça, c'est une petite inside, hein, mon Germain? Toujours. Une inside devant les centaines de personnes qui nous écoutent. C'est ça, c'est toujours parfait. Voilà. Écoute, on voulait parler de la Lexus IS, mais il n'y a tellement pas grand-chose à dire. Ben oui. Je la trouve belle. Oui. Esthétiquement, c'est réussi. Elle n'était pas là avant non plus. C'est juste que ça commençait à dater un petit peu comme design. Mais sur le plan de la motorisation, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. On dit qu'on l'a amélioré, mais au plan de la sécurité, au plan de la technologie. Mais sinon... mais c'est les mêmes mécaniques. Ben oui. Et est-ce que tu as vu des photos? Tu as vu les photos de l'intérieur? Oui, ça ressemble. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Donc, il me semble qu'un petit rafraîchissement de l'habitacle... ça aurait fait du bien. J'espère qu'on a enlevé la donnée bosse qu'il y a dans le plancher, là, qui est très agaçante. Ça, je sais pas. Mais 6 vitesses automatiques, ça commence à être âgé, là. Ben, écoute, j'aime mieux ça qu'une boîte... CVT, dans un QX50. Ou qu'il y a trop de boîtes, ou trop de rapports. Oui. Fait que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la tout ce qu'il y a à dire. Qui a changé, mais pas tant que ça non plus. Bon. Question du public? Vas-y donc. On a Guillaume, on parlait du Nissan Rogue, on a Guillaume qui hésite entre un Rogue 2013 avec 120 000 kg et un Toyota RAV4 2010 avec 140 000 km. Les deux sont au même prix. Ton choix entre les deux? C'est tout de suite le Toyota. Le Rogue de première génération... Seigneur, que ça fait dur. Ça, la qualité n'est pas là. La fiabilité n'est pas là. Bon, évidemment, là, il y a une question de conditions. Le RAV4 a 3 ans de plus, donc est-ce que... C'est ça, tu sais.
t'es peut-être mieux avec un RAV4, t'es peut-être mieux, pardon, avec un Rogue qui a été entretenu qu'un RAV4 qui est tout déglingué, mais à condition égale. Tu sais, à condition égale, on prend le RAV4 tout de suite sans hésiter, puis le RAV4 va se revendre très, très bien. Oui. Vous subirez plus de dépréciation à peu près, alors que le Rogue, ça va continuer à chuter. Puis c'est juste un 20 000 km de. Ah non, le kilométrage, quand c'est pas... un véhicule qui a 10 ans de kilométrage, on s'en fout, là, complètement. C'est la condition qui prime. Tu sais, le kilométrage, là, c'est beau pour évaluer des véhicules pour des gens qui connaissent pas ça. Ou pour des véhicules très récents, là, je suis d'accord. Oui. Mais quand on parle des véhicules qui est hors garantie, là, c'est l'entretien. C'est l'entretien, la condition qui est importante, pas le kilométrage. Et moi, je l'ai dit souvent, j'ai vu des voitures qui ont 250 000 km qui sont en bien meilleures conditions que des autos qui ont 75 000 km de ville. Oui. Et qui n'ont pas été entretenues. Et qui n'ont pas été entretenues. Fait que, je veux dire, quand c'est des voitures qui ont 10 ans, 8 ans, 11 ans, c'est la condition qui importe, c'est pas le kilométrage. Ça, c'est primordial. Bon, excellent, c'est assez clair. Deuxième question, on a Robert qui voudrait tirer une remorque légère, donc seulement 600 livres. Écoute bien, avec une Volkswagen Beetle Cabriolet 2019. Ben, 600 livres, ça se fait. Oui, mais ben oui, 600 livres, ça se fait. Le manufacturier, évidemment, ne recommande pas de remorquer avec une Beetle, ce qui est normal. Mais après ça, c'est pas beaucoup, 600 livres. J'ai envie de dire, c'est un peu au risque et péril. 600 livres, là, je suis désolé, là, tu peux mettre ça sur ta banquette en arrière. Oui. Fait que moi, j'ai aucun problème à tirer 600 livres avec une Beetle. Là. Le moteur est amplement capable de faire ça. Oui. La voiture est capable de le prendre, c'est pas un problème. À tous les jours, bon, là, c'est pas fait pour ça. Mais tu sais, en même temps, je me remémore une époque où on remorquait puis on transportait des canots. Moi, j'ai vu des gens traîner avec une tercelle, une tente roulotte puis un canot. Là. Fait que tu sais, ça, c'est un peu poussé. C'est pas conseillé. Mais, non. Ne faites pas ça à la maison. Non, mais oui. Allez-y avec la Beetle, là, puis à rigueur, là, vous mettez une petite remorque de 600 livres, là. C'est pas lourd, là. C'est vraiment rien. Fait que oui, allez-y, il n'y a pas de problème, là. Mais je pense que s'il y arrivait un pépin, ça se pourrait que la garantie embarque pas ou... Puis encore, il n'y en arrivera pas de pépin pour ça. Faudrait le prouver. Non, c'est ça. François qui nous pose une question. Pourquoi une Yaris Mazda? Pourquoi ne pas importer la vraie Yaris? Ben, c'est simple. Mazda et Toyota ont une entente commerciale ensemble. Toyota va fournir de la technologie hybride à Mazda dans un avenir éventuel. Et en revanche, Mazda fournit des modèles à Toyota pour le marché mondial. Et chez nous, Mazda avait décidé de ne pas commercialiser la Mazda 2 parce qu'on ne voyait pas de modèle d'affaires intéressant chez Mazda. Et Toyota, bien évidemment, le marché de la voiture sous-compacte est rendu minime. Aux États-Unis, la Yaris a toujours été une moquerie, mais au Québec, c'est une voiture qui se vend très, très bien. C'est la raison pour laquelle on a décidé de jouer sur deux terrains. C'est-à-dire que la Yaris vendue aux États-Unis maintenant, ce n'est que la berline 4 portes, qui plaît beaucoup à une clientèle mexicaine. Il y a beaucoup de Mexicains dans le sud des États-Unis qui achètent des voitures sous-compactes berlines. La raison pour laquelle on avait amené la Mirage G4. C'est durable et c'est pas cher. Ben oui, la raison pour laquelle on offre encore l'accent berline là-bas, mais qu'on ne l'a plus ici. Toutes la Versa berline, pourquoi on l'offre aux États-Unis? Pour ça. Alors, c'est un peu il y a un gros marché pour ces petites voitures-là, mais en version berline aux États-Unis, mais essayez pas de vendre une hatchback, ça marche pas. Alors qu'à l'inverse, au Canada, c'est les hatchbacks qui marchent, principalement en raison du Québec. Au Québec. Puis, j'en ai conduit une, justement, la semaine passée, une Yaris hatchback. Et sur le plan de la conduite, pour vrai, c'est bien. C'est une Mazda 2. Je l'ai déjà dit, j'aime bien conduire une auto sous-compacte parce que toute la septisation qu'on retrouve ailleurs dans d'autres créneaux, on ne l'a pas dans une sous-compacte. Non. En ville, ça se manœuvre magiquement. Franchement, c'est très bien. En dedans, c'est une Mazda. Là. Oui, il y a des écussons Toyota en mais avant. Ça s'arrête là. Mais c'est une Mazda. C'est Mazda d'un bout à l'autre. Puis, on avait sorti les chiffres ensemble. Pour une petite différence de rien,
Ben, tu as une Corolla avec un équipement. Oui, oui, mais il y a quand même des gens qui veulent encore avoir une petite voiture hatchback. Une consommation, tu sais, quelques dixièmes de litres de moins. Ouais. Tu sais, elle est à peine moins chère. Il faut vraiment être. Mais pourquoi ne pas. Il faut vraiment vouloir. Oui, oui, mais pourquoi ne pas amener la Yaris européenne qui est faite en Europe, tout simplement parce qu'elle coûterait trop cher. On n'est plus capable de justifier l'importation d'une voiture comme ça. On l'a fait avec l'ancienne génération parce que, parce qu'on avait transféré la fabrication de la Yaris en France en cours de génération. Encore beaucoup de sous-compacts à ce moment-là. Oui, mais là, ici au Québec, les concessionnaires du Québec pleurent d'ailleurs l'ancienne Yaris, même si c'était une vieille 4 vitesses. On en vendait encore un nombre correct. Pas comme à une certaine époque. On a déjà vendu plus de 30 000 Yaris au Canada dans une année. Le marché a changé, là. C'est incroyable. Mais là, c'est plus le cas, évidemment. Fait que c'est la seule raison, c'est que Toyota voulait demeurer dans ce créneau-là. Je pense qu'ils ont bien fait de le faire. Mais financièrement parlant, ça ne peut pas être viable de continuer d'importer une Yaris fabriquée en France pour vendre ça ici. Il faudrait la vendre plus cher que la Corolla, qui, elle, est fabriquée au Canada. Il faut quand même le souligner. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelqu'un qui nous pose une question rapide. XC40, toujours au garage ou non? J'entends beaucoup d'histoires d'horreur de véhicules Volvo récents autour de moi, à commencer par un ami qui a un XC90. Ça fait plus de 2 mois que son véhicule n'a plus d'air climatisé, puis le concessionnaire rit de lui. Oh, puis cette semaine, on va s'en ennuyer de la clim, là. Oui, puis comme tous les véhicules Volvo sont faits un peu sur le même moule, avec la même technologie... S'il y a un problème, il y a des chances ça m'inquiète sur l'ensemble de la gamme. Là. Puis je vous le cacherai pas. Le service, c'est compliqué au concessionnaire. Là, semble que c'est vraiment pas drôle là, dans ce cas-là particulier, mais j'ai entendu des histoires d'horreur à plusieurs reprises. Donc, c'est sûr que la fiabilité d'un Volvo, moi, je louerais sur 4 ans, puis je redonnerais les clés. Ça, c'est fini, je pense que c'est un peu plus sage, même si la technologie qu'on a est arrivée en 2016, je suis pas certain qu'on la contrôle encore parfaitement, personnellement. Mais c'est un beau véhicule qui est le fun à conduire. L'intérieur est raffiné. Magnifique. Aussi. Puis ça se démarque des autres là, parce que justement, on n'a pas le même volume de vente. Fait que je comprends que ce soit tentant d'aller là, mais comme tu dis, c'est peut-être un petit peu risqué. J'achèterais pas ça les yeux fermés comme j'achèterais un RAV4. Là, non, on est vraiment pas là. Puis est-ce que je choisirais un Q3 avant ça? Probablement. Ouais. Probablement. La raison irait chercher la raison, puis le nouveau Q3, c'est une belle machine aussi. Là. Ça va très, très bien. J'ai bien aimé ça. OK. Question suivante. On a Cédric qui se demande, qui est en processus d'achat ou location d'un Wrangler 2020. Il se demandait quelle motorisation choisir, le V6 Pentastar de 3,6 litres ou le moteur turbo de 2 litres. Le moteur turbo, c'est un moteur Alfa Romeo. C'est un moteur... étonnamment, autant que je l'aime bien dans l'Alfa Romeo, autant que dans le Jeep, ça marche pas. C'est que ça n'a pas sa place. Tu sais, puis je pense qu'ils en vendent quand même un peu, étonnamment, parce que sur papier, tu as quand même un couple intéressant. Oui. C'est vrai qu'initialement, c'est pas si pire. Mais la sonorité, on dirait, les vibrations, déjà qu'un Wrangler, on s'entend, c'est pas une Continental. Moi, je préfère le Pentastar, là, tu mets de l'essence ordinaire, tu sais qu'il va t'offrir 300-400 000 km, tu te casses pas la tête. Puis il n'y en a pas un. C'est performant, tu sais, c'est pas. Autant ou à peu près. Il manque de rien. Puis tu vas consommer quoi? Un demi-litre au 100 de plus qu'avec le 2 litres, mais qui prend du super? Puis tu vas payer plus cher pour le 2 litres? Non. Ça marche pas. Prends le V6. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Fait que, il y a Normand qui nous dit qu'il a manqué le début. Toujours une possibilité de le réécouter sur nos pages Facebook respectives et sur le site du Guide de l'Auto. Ça sera là dès demain. Il y a Rania qui est avec nous, qu'on connaît de chez Mazda. Salut Rania. On parlait justement de tes produits il n'y a pas longtemps. Voilà. Trop tard, tu l'as manqué. Fait que, alors, coudonc, on va terminer ça comme ça.
Voilà. Puis la semaine prochaine, rendez-vous à la même heure. Ça va ressembler pas mal à ça parce qu'on va avoir une semaine occupée, Germain, la semaine prochaine. Ça va être une semaine très occupée. Une semaine très occupée, on pourra vous en reparler. Oui, on n'en dit pas plus pour tout. Voilà. Alors, merci d'avoir été là. Désolé pour le problème de téléphone germinesque, c'est ça. Ouais. Ça a été un peu curieux. Mais voilà, ben du plaisir comme d'habitude. Et puis, bonne route. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.